Alors, bonjour. Le webinaire va démarrer dans quelques instants. À tantôt. Vous avez parlé de votre espace de vie? Oui. Il l'a mis large parce que j'ai dit que je suis debout. Tout en avant du bureau, ça marche bien. Si jamais vous voulez vous approcher de l'écran pour une raison ou une autre, on ne vous voit plus, fait que restez pas là. OK. Oui. Parfait. Vous avez un collègue, je pense, qui est Mathieu Lisotte, ça se peut-tu? Mathieu Lisotte? Oui? Ah non, mais je l'ai rencontré, j'avais fait une présentation pour eux à Ottawa. Je ne sais pas s'il est ici. Bon, je pense qu'on va commencer. En tout cas, je vais faire le intro. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Merci à vous de vous être joints à nous pour ce webinaire avec Patricia Houle, qui nous parlera de l'évolution de la participation des parents aux tâches domestiques et aux soins des enfants entre 1986 et 2015, à partir des données de l'enquête sociale générale de 2015. Alors, mon nom est Sarah Fortin, je suis coordonnatrice pour le transfert des connaissances pour le réseau canadien des centres de données de recherche. Le webinaire d'aujourd'hui est organisé avec le CQSS et en collaboration avec le département de démographie de l'Université de Montréal. Avant de vous présenter notre conférencière, je vais prendre juste quelques instants pour vous présenter brièvement le réseau canadien des centres de données de recherche pour ceux d'entre vous qui peut-être ne sont pas encore familiers avec notre organisation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Oups, non, précédente, je n'avais pas vu, vous avez avancé. Excellent, merci. Alors, comme on peut le voir sur la carte, le RCCDR est une infrastructure de recherche pan-canadienne qui compte plus de 25 laboratoires à travers le pays, dont le CQSS au Québec, qui comprend lui-même 5 laboratoires à l'Université de Montréal, à l'Université McGill, de Sherbrooke, à l'UQAM, ainsi qu'à l'Université Laval. Ces laboratoires informatiques sécurisés permettent aux chercheurs ayant un projet de recherche approuvé d'utiliser les microdonnées détaillées générées par Statistique Canada, notamment les données de recensement et les enquêtes longitudinales, mais aussi, et de plus en plus, les données administratives qui deviennent disponibles pour étudier des questions socio-économiques de première importance telles que l'intégration des nouveaux arrivants, le vieillissement de la population, le travail ou le revenu, la santé et bien entendu la dynamique familiale. Plus de 4000 chercheurs de diverses disciplines ont utilisé le réseau depuis sa création en 2000, dont le tiers environ sont des étudiants de deuxième ou troisième cycle. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web, dont vous voyez l'adresse là, ou celui du CQSS. Prochaine diapo, merci. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre conférencière d'aujourd'hui. Patricia Houle est gestionnaire de l'enquête sur l'emploi du temps depuis 2013 à la division de statistiques sociales et autochtones à Statistique Canada. Elle est co-auteure de l'article dont elle va vous parler aujourd'hui, qui est paru, si je me souviens bien, au printemps 2017, disponible à l'adresse que vous voyez là. Alors, elle est également membre du Comité international de travail sur la nomenclature de l'emploi et du temps. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, simplement vous informer en terminant que la présentation durera environ 45 minutes, après quoi nous prendrons vos questions. Notez qu'entre-temps, vos micros seront automatiquement fermés pendant la présentation. Nous vous invitons à poser vos questions par écrit, telles qu'indiquées sur la diapo que vous voyez.
en cliquant sur la flèche orange pour ouvrir le panneau et ensuite inscrire vos questions dans la boîte. Je les lirai pour vous le moment venu. Prochaine diapo. Merci à nos principaux partenaires, les universités hautes des différents centres de données de recherche, Statistique Canada, le Conseil de recherche en sciences humaines, la Fondation canadienne pour l'innovation et les instituts de recherche en santé du Canada. Dans le cas du CQSF, on a aussi l'appui du Fonds de recherche du Québec, Santé et Société et Culture. Alors, merci Patricia d'avoir accepté de participer à ce webinaire aujourd'hui. À vous la parole maintenant. Parfait, merci. Sais-tu où ma présentation? La présentation est où? Ah, fais juste continuer à la prochaine diapo. Ah, OK. Excuse. Bonjour tout le monde. Donc, comme vous m'avez présenté, je suis la gestionnaire de l'enquête du temps depuis 2013. Donc, je n'étais pas là au début. Par contre, j'ai participé à 2 groupes de travail sur l'emploi du temps. Les 2 faisant partie de l'ONU. Donc, j'ai dû aller rechercher exactement la base qui a commencé en 85 à Statistique Canada. Donc, ce que je veux faire avec vous, malgré le titre de l'article qui était, je vais en parler, je vais parler des données, mais je vais aussi faire un tour d'horizon de qu'est-ce qui était ou qu'est-ce que c'est que l'emploi du temps, comment on a fait la collecte et le codage, qui est un peu différent de plusieurs autres pays. Juste vous rappeler que l'enquête sur l'emploi du temps est une enquête multinationale ou internationale plutôt, qui se fait dans 85 autres pays. Donc, l'utilisation des données, les résultats qualitatifs de l'effet de mode qu'on a eu en 2014. Et juste une petite affaire brève pour ceux qui sont moins habitués avec les nouveaux cycles de l'ESG. On avait des poids moyens, on est rendu au poids standard. Juste les petites choses à changer dans vos analyses ou dans vos programmes et aller de l'avant avec l'emploi du temps. Donc, l'emploi du temps fait partie du programme canadien des enquêtes sociales générales, ce qu'on appelle l'ESG. Le programme recueille des données annuellement, mais sur des thèmes différents. Donc, on a 6 majeurs. La prochaine, à cette étape, vous allez voir une image de ça. Ça va peut-être être plus facile que de toutes les dire. L'année passée, en 2016, on avait une nouvelle enquête qui était le Canadien au travail et à la maison, qu'on ne sait toujours pas si ça sera refait dans le futur. L'emploi du temps, c'est une des plus vieilles enquêtes de l'ESG. Donc, elle a commencé en 86 et est répétée aux 5 à 7 ans. La dernière étant celle de l'an dernier, ou de 2 ans, en 2015. Donc, voici les cycles qui sont répétés. J'ai quand même mis les Canadiens au travail à la maison parce que c'était l'ordre que l'on voit présentement, mais il y a des grandes chances qu'elle se retrouve dans les autres cycles qui étaient à côté. Donc, l'ESG, c'est le précurseur de l'enquête dans les communautés, l'enquête sur la santé dans les communautés canadiennes. Donc, c'est nous qui avons parti la santé. Puis l'utilisation de l'Internet, qui est aussi maintenant une autre enquête qui est faite à part dans à l'intérieur de Statistique Canada. Donc, une enquête que vous êtes très familier, je crois, c'est celle de la famille qui est présentement en collecte. Soins donnés reçus, qui revient l'année prochaine. Donc, bénévolat participation, qui n'était pas avant dans un programme de social général, mais ça va faire la 2e fois l'an prochain aussi, qu'on va la collecter sous notre égide. Victimisation et identité sociale, qui revient aussi en 2020, je crois. Méthodologie d'enquête, c'est toujours, les enquêtes sont faites dans les 10 provinces canadiennes. Donc, on ne va pas dans le nord, pas pour nous. On a une base de données qui est téléphonique. Donc, on n'utilise pas d'adresse. Tout se fait par téléphone. On n'a aucune visite à domicile. Donc, dans le passé, on utilisait des bases de données numéros aléatoires, mais ça ne couvre pas on n'avait pas,
parce que oui, on pourrait avoir les bases cellulaires, mais on ne les avait pas. Donc, on a créé une nouvelle base téléphonique, filaire et cellulaire cette fois-ci, pour essayer de contacter le plus de Canadiens possible. Notre échantillon qu'on vise habituellement, c'est autour de entre 20 et 25 000 répondants. On doit demander, lorsqu'on contacte le ménage, on essaie de faire la liste complète des personnes de 15 ans et plus qui demeurent pour choisir une personne aléatoire. Pour l'emploi du temps, il y a une journée sur les 7 jours qui est dédiée au cas. Donc, si c'est un lundi, on a 48 heures pour pouvoir l'appeler. Donc, seulement 2 journées semaine pour faire le contact et collecter l'information du journal. Fait que ça complique un petit peu les choses. Pour être en mesure d'avoir une idée réelle et aussi à cause de l'effet saisonnier, on doit collecter le même nombre de cas à peu près à chaque jour de la semaine. Puis, en 2015, pour la première fois, on a fait un questionnaire téléphonique. Par Internet. Par le passé, ça a toujours été versus une collecte au téléphone. Puis la seule raison que je vous le dis, c'est pour ce qui s'en vient. Quand on demande aux intervieweurs habituellement de poser des questions, on leur demande d'être très strict et de demeurer dans le libellé des questions. L'emploi du temps est différent. C'est le contraire. On demande à ce que les gens discutent avec les répondants, justement pour favoriser le rappel des événements qu'il y a eu au cours des 24 heures. Les questions sont quand même simples. On a 6 questions qui se répètent toujours. Le temps commence à 4 heures du matin et le pourquoi, puis ça c'est internationalement, c'est que la plupart des gens, 4 heures du matin, dorment. Donc, à partir du moment où vous vous levez, qu'est-ce que vous avez fait? C'est toujours plus facile de se souvenir qu'à partir du temps peut-être que vous êtes couché. Déjà, l'heure que je me suis couché, ouf, je suis déjà moins sûre. Mais là, je me suis levée, habituellement, c'est plus clair. Donc, les questions vont être en boucle pendant 24 heures. Les épisodes étaient de 5 minutes jusqu'au cycle 24 en 2010 et est passé maintenant à 10 minutes. Donc, si vous faites quelque chose d'au moins 10 minutes, on demande à ce que ce soit rapporté. Et ça inclut aussi s'il y a des changements de personnes avec qui vous étiez. En 2015, on a aussi ajouté une question sur le bien-être subjectif qui était basée sur la collecte. L'image n'est pas très claire, je m'excuse, mais c'est juste pour donner un aperçu. Ça, c'est la collecte ITAO, donc les intervieweurs au téléphone avaient un écran semblable à ça pour aller collecter l'information. Donc, les heures apparaissent, ça bouge. Vous allez voir, la prochaine va être à partir de 4 heures. Celle-là, on était rendu à 17h55. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à quelle heure qu'on le fait? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites en même temps? Avec qui étiez-vous? Où étiez-vous? Et avez-vous utilisé des technologies de l'information? On a évolué là-dessus parce que, bien entendu, maintenant, le magasinage, c'est rare qu'on sort de chez nous, on fait ça sur notre ordinateur. Fait que c'est une chose qu'on voulait voir. Le monitoring du sommeil aussi se fait avec des applications qu'on glisse en dessous de notre oreiller ou très proche de nous. Puis, c'est l'évolution. Sur la collecte du questionnaire électronique, on devait au moins aviser le répondant qu'est-ce qu'on voulait qu'il fasse. Donc, c'est l'écran qui est arrivé juste avant l'autre, avant la collecte, pour dire, bon, vous avez 24 heures, à partir de 4 heures, qu'est-ce que vous allez faire? Et on ne l'a pas sur celle-là, mais on avait aussi spécifié la journée, ce qui était important parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est une journée. Donc, dans le cas, ça pouvait être un lundi, mardi, mercredi, etc. C'est le type d'activité qu'il y avait, c'est un menu déroulant. On avait des choix, on aurait pu les laisser écrire ce qu'ils voulaient et avoir à coder après ça au bureau ou de prédéterminer une liste. La raison qu'on est allé avec la liste, c'est aussi que internationalement, il y avait une tendance à aller vers les journaux allégés. Donc, beaucoup moins d'activités, des plus grands sous-groupes. Puis on a dit, ben, c'est correct, on va l'essayer, puis ça tombe bien parce qu'on a un nouveau mode de collecte qui est électronique. Donc, ça va nous permettre de faire une pierre deux coups, donc de faire électronique et d'essayer aussi et de donner des commentaires sur le journal allégé.
Donc, le deuxième écran. Et pourquoi qu'on a deux écrans? C'était juste pour venir, mon Dieu, voyons, faire un questionnaire sur mesure, finalement. Donc, si à 4 heures du matin, j'étais en train de faire quelque chose, là, si j'avais sélectionné mon sommeil, mes deux activités simultanées disparaissaient. Pendant qu'on dort, habituellement, on ne fait pas autre chose. Donc, c'était pour faciliter la vie des répondants et d'essayer de montrer qu'on avait un petit peu d'intelligence en arrière des collègues. Est-ce qu'il y avait aussi, si jamais on utilisait les choses ordinateurs, bien, la question en bas sur utilisez-vous des technologies d'information disparaissait. On n'était pas obligé de leur demander. On a utilisé en 2010 les activités simultanées pour une simple et bonne raison, c'est que jusqu'en 2005, on collectait un journal 24 heures sur les activités avec les enfants. Donc, tous les répondants qui avaient des enfants à domicile de moins de 18 ans, on leur demandait de compléter un journal qui disait, OK, combien de temps avez-vous passé à faire telle tâche avec vos enfants ou pour vos enfants? En 2010, ça a été parti parce qu'il faut couper, c'est toujours ce qu'on se fait dire. Et c'était quand même une grande portion. En ajoutant les activités simultanées, on pensait qu'on serait capable d'aller chercher ce genre d'activité-là, parce qu'habituellement, quand ça se passe, c'est dans les heures critiques où est-ce qu'on fait beaucoup de choses. On supervise les devoirs tout en faisant à manger. Fait qu'on a dit, oui, on va aller chercher ça. Erreur. Ce qu'on a reçu, c'est réellement des choses très passives, écouter la télévision, écouter la radio. Puis je dis écouter la télévision parce que c'est vraiment ça, la télévision joue, mais on écoute d'une oreille distraite. Puis les activités pour les enfants, malheureusement, on n'a pas été là. En 2015, on s'est dit, OK, on ne peut pas plus ramener le journal pour les enfants, mais au moins on va fournir une liste prédéterminée d'activités qu'on aimerait qu'ils rapportent. Et on l'a limité à 2 parce que à un moment donné, il y a trop de choses. Puis, en faisant les essais, on s'est aussi aperçu que les gens nous donnaient des périodes d'1 heure. Mais en 1 heure, j'ai fait telle chose. Oh, oui, non. Tu as fait une chose principale pendant 15-20 minutes et ensuite une autre et une autre. Donc, à 2, ça permettait de mieux limiter les choses. Internationalement, on a été le modèle. C'est maintenant ce qui est recommandé. Donc, 2 activités avec deux activités simultanées qu'on demande avec des activités prédéterminées. Les activités prédéterminées, vous les avez à gauche, donc préparer les repas, manger, boire. Ça fait bizarre de le voir là, sauf qu'on s'est aperçu qu'il y en a plusieurs qui ne mangent pas de la journée, ils le font en activité simultanée. Puis malheureusement, c'est une chose qu'on n'avait pas pensé, qu'on avait dans le passé, mais qu'avec la collecte Internet, c'était un petit peu plus difficile, c'était de mettre le temps pour chacune des activités simultanées. Parce qu'on ne peut pas l'ajouter. Fait que si quelqu'un veut faire une recherche pour savoir les heures de repas, des choses comme ça, tous ceux qui en ont seulement parlé dans la partie simultanée, on n'a pas d'heure associée, à moins de mettre l'heure de l'activité principale. Mais habituellement, 1h30 pour manger, c'est peut-être trop long. On voit qu'il y avait autre chose. Donc, pour le nombre de personnes qui mangent, on pourrait l'inclure, mais pour faire l'analyse avec les heures, ça serait beaucoup plus difficile. Avec qui étiez-vous? Ça ressemble beaucoup à ce qui était dans le passé. On a peut-être agrégé quand même plusieurs choses. Pour ce qui est des enfants, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans le passé, on avait enfants qui vivaient dans le ménage, enfants qui ne vivaient pas dans le ménage. Donc, pour les couples reconstitués, est-ce qu'ils vivaient avec moi au moment ou pas? Quand on avait un intervieweur avec le répondant qui demandait, oui, mais est-ce que c'est vraiment le fils qui est là présentement ou c'est un autre enfant, c'est pas pire. En Internet, on n'est pas capable. On n'est pas là, puis on ne peut pas mettre des édits à chaque fois pour dire est-ce que c'est bien d'un enfant du ménage que vous parlez. Donc, tout est pris là. Et quand on fait la comparaison avec 2010, il n'y a aucun problème. Il faut juste prendre les 2 catégories de 2010 pour arriver à la catégorie de 2015. Le « ou » est très semblable à ce qu'il y avait avant aussi. Et quand je disais qu'on était capable d'avoir des questionnaires qui étaient spécifiques, sur le questionnaire électronique, on était capable de dire si on faisait du transport. Au lieu de dire « où étiez-vous », c'était le mode de transport qui apparaissait pour le répondant.
Les cas d'activité au cours des cycles, on était en collecte téléphonique, le fardeau était sur sur les intervieweurs. Donc, on a donné libre cours et on a étendu les activités pour avoir des activités les plus précises possibles. Ce qu'on s'est aussi rendu compte, c'est qu'au moment de la diffusion, il y a très peu d'activités qui finissent par ressortir parce qu'il n'y a pas assez de gens qui les pratiquent. Donc, et de là, l'idée aussi d'aller comparer le cycle 2 au cycle 29, qui était pratiquement le même nombre d'activités. Ça s'est fait vraiment très facilement. Si vous allez vraiment sur le cycle 2, vous allez voir qu'il y a 99 codes et non pas 84 comme je l'ai écrit, mais le restant, c'était tous des transports. Transports pour chacune des activités qui étaient là. Donc, je l'ai juste enlevé pour donner une meilleure ordre d'idée. Ça ne change rien. L'outil de collecte donne quand même les 14 indicateurs qu'on a toujours eus. On est capable de même aller séparer le rôle parental et les soins aux enfants versus les soins aux autres. On est capable d'aller chercher des informations là-dedans. Les sports, cette fois-ci, étaient un petit peu mieux. On n'est pas capable d'aller chercher le type de sport, mais au moins on a le nombre d'heures qui semble plus probable que qu'est-ce qu'on a déjà eu en ayant des sports spécifiques. Une chose qui est différente aussi cette année, ou qui a été différente en 2015, on avait une partie dans le questionnaire, pas dans le journal, qui était sur les sports et la culture. Cette partie-là a été enlevée. Premièrement, pour le nombre pour l'échantillon qu'on avait, c'était toujours échantillon séparé. Donc, une partie de l'échantillon s'en allait dans les sports, une autre partie dans les activités culturelles. Et on n'avait jamais assez de répondants dans chacun des deux pour faire une analyse très complète. Fait que cette partie-là, maintenant, est avec les Canadiens au travail et à la maison, qui est une enquête qui se veut une enquête complète de la vie des Canadiens. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un peu plus d'attention dans les sports au cours de 2015 pour essayer de compenser. Dans le cycle 7, et à partir de là, on avait demandé l'activité la plus plaisante ou la plus aimée. Dans la consultation pour le cycle 24, quand ça avait été fait, pas personne n'avait levé la main pour dire oui, moi j'utilise ça, c'est très important, etc. Fait qu'on s'est fait un peu taper sur les doigts. L'OCDE est venu à Statistique Canada dire prochaine enquête, tu as besoin de faire quelque chose, on a besoin d'une mesure de bien-être subjectif dans le journal. Vous les avez enlevés, vous allez le remettre. Et c'est ce qu'on a fait avec nos 2 questions additionnelles qu'on pose. Donc là, je vous donne la version qui a été prise dans l'électronique. Donc, c'est une échelle d'agréabilité, finalement, sur une échelle de -3 + 3. C'est une échelle qui provient de l'enquête sur l'emploi du temps de France. On ne voulait pas réinventer la roue. Eux autres ils venaient de terminer en 2013, ils venaient de terminer leur test. Ça avait fonctionné. La seule différence, c'est qu'eux sont sur papier. Donc, sur papier, on est capable de faire un crochet dans la dernière petite colonne. Même si c'est une colonne de plus, c'est un petit crochet, les gens ne le lisent plus. Sur Internet, c'était toujours un écran de plus, donc un peu plus de fardeau. Et au téléphone, bien entendu, c'était le libellé de la question à chaque fois. Donc, le fardeau était très lourd et on a dit non, on ne le fait pas comme ça, on va choisir 2 heures. On aurait pu choisir des activités, mais comme les gens nous disent au téléphone, elle allait dire une activité spécifique, mais qui n'était plus codée dans la bonne activité, était codée dans une activité plus générale. Et la même chose probablement en électronique. On a dit, avec l'heure, au moins, les gens vont vraiment savoir de quel temps qu'on discute. Donc, il y a 2 heures qui ont été sélectionnées, une du premier 12 heures, donc de 4 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, et l'autre de 4 heures de l'après-midi à 4 heures du matin le prochain jour. OK, c'est ici qu'on parle des comparaisons. Donc, 30 ans, c'était les activités étaient très comparables, ça faisait 30 ans. Fait qu'on s'est dit, OK, on va y aller pour une comparaison des 30 dernières années. L'emploi du temps, ce n'est pas quelque chose qu'on regarde à tous les 5 ans puis voir s'il y a des différences majeures. Il n'y en aura pas.
C'est quelque chose qui progresse très, très lentement. Donc, c'est le fun de faire des comparaisons à long terme ou sur des choses très spécifiques parce que c'est là qu'on voit les changements. L'emploi du temps, c'est l'emploi du temps de tout le monde. Si vous êtes stressé dans votre vie, vous manquez de temps, il y a des grandes chances que la plupart des autres gens à côté de vous, c'est la même affaire. Ce qui est très le fun, parce que quand on collecte les données et qu'on les regarde, si ça ressemble à ce que je suis, bien, j'ai une espèce de garantie que mes données sont bonnes. Ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres enquêtes. Donc, les tâches domestiques, on voit que les pères, finalement, en font un peu plus qu'ils en faisaient dans le passé. Les mères travaillent plus. C'est pas mal la société qu'on observe. Grande augmentation, les pères qui préparent les repas de façon beaucoup plus importante en 2015 qu'ils le faisaient en 86. Je ne sais pas si le fait d'avoir des émissions de télévision, de cuisine, ça les incite. Il y a une analyse qui a été faite récemment qui disait, ben, on pense que c'est peut-être devenu un loisir plus qu'une tâche et peut-être que ça explique le fait que l'accroissement est si grand. Sinon, comme vous voyez, il n'y a pas de changement drastique en nulle part, à part pour ce point-là. Les femmes prennent un peu plus de place dans les travaux extérieurs, rénovation. Oui, il y a tellement de... Puis on dirait que ça vient en société avec des émissions qu'on voit à la télévision qui donnent des trucs, qui donnent ci, qui donnent ça. C'est les deux effets qu'on peut voir vraiment. Le restant, c'est, encore une fois, juste l'effet régulier de la société, de façon comment ça change. On n'est toujours pas à l'équité. Je pense que ça va prendre encore un bon 30 ans si jamais on trouve l'équité quelque part. Seule chose qui est remarquable, par exemple, c'est que les mères, malgré le fait qu'ils travaillent, malgré le fait qu'ils ont plein d'activités, en donnent autant qu'avant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'échelle d'agréabilité? Ben, c'est des petits dessins comme ça pour voir, OK, la tâche, qu'est-ce que ça a de l'air? Malheureusement, le fait qu'on n'était pas directement sur les activités, et c'est seulement que des heures, la taille de l'échantillon qu'on mesure est beaucoup plus restreinte que si on l'avait demandé à tout le monde, premièrement. Et deuxièmement, c'est qu'il fallait absolument tomber sur les heures où les participants faisaient des tâches domestiques. Il n'y a pas beaucoup de... On revoit à peu près les mêmes choses. La préparation des repas est beaucoup plus agréable qu'elle l'a déjà été, probablement. Mais le soin des enfants gagne la palme. Donc, c'est l'activité la plus agréable. Et les tâches domestiques, comme le lavage, le ménage, étant la moins intéressante. Ça reflète aussi ce qui s'est passé. On ne peut même pas le faire par sexe, parce qu'on n'avait pas assez pour réussir à le diviser par sexe et sans avoir de problème. Donc, la Colombie-Britannique, c'est la partie qui gagne la palme pour la préparation des repas. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas si les pères travaillent moins longtemps ou si c'est encore plus populaire. Je ne sais pas si la démographie, pourtant la démographie est quand même semblable. C'est surtout là qu'on les voit, mais il y a une augmentation aussi pour le Québec. Et le Québec est notable pour les tâches ménagères. Donc, les hommes en font beaucoup plus à la maison que les autres hommes. Pour les prairies, il y a aussi la division ou le type de travail. Dans les prairies, il y a beaucoup de fermes, ce qui fait que les hommes qui sont au champ ont difficilement accès à la maison pour faire quoi que ce soit. Fait que mais ça reste à être confirmé, c'est juste des suppositions. Je vais vous montrer le tableau CanSIM qui a été préparé. Je pense que je peux faire ça là. OK. Qu'est-ce qui est agréable avec ça? C'est si vous voulez faire une recherche et utiliser des données de l'emploi du temps. Fait que ça, c'est toutes les données du journal. On parle uniquement du journal quand on fait cette chose-là. Il y a un taux de participation qui est ici. Fait que vous voyez que pour le sommeil, taux de participation à 100%. C'est bien, la population dort. Et avec le nombre moyen d'heures que les participants dorment. On dort beaucoup au Canada quand même. Mais c'est à peu près la même chose partout.
Donc, le taux de participation, c'est vraiment ça qui va vous dire est-ce que je suis capable de faire une analyse, puis une analyse plus poussée. Si je prends quelque chose comme transport actif, ben moi, je veux pour le Québec, spécifiquement Montréal, aller voir c'est quoi ma population qui marche. Vous pouvez toujours le faire. Je doute très, très fort que vous soyez en mesure de diffuser quelque chose avec ça. Donc, l'indicateur qu'on vous donne, c'est vraiment, vous pouvez le faire pour le Canada. Est-ce que le Canada, c'est quoi combien de temps que le monde passe le plus souvent à faire ci ou à faire ça, homme-femme? Oui, c'est encore faisable. Mais aussitôt qu'on descend, puis qu'on agrège, puis on va de plus en plus dans quelque chose de spécifique, ça, on a beaucoup plus de misère. Les activités de travail non rémunérées, ben ça, c'est exactement ce qu'on a fait. Il y a 84,7% de la population qui en fait. Donc, c'est facile d'aller faire quelque chose, de se désagréger, de le faire par région, etc. Quand on arrive à loisirs, toujours facile. Activité de passe-temps, c'est quand même bien. Technologie, on est capable. Aussitôt que vous voyez de 15 à 20%, ça peut se faire de façon générale. Mais quand vous dépassez le taux de participation, 50, 60, 70, etc., à ce moment-là, on est capable d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, la première chose à faire, si vous désirez faire une analyse, je commencerai par là, voir si j'ai quelque chose de suffisant. Non, pas ça, ici. Donc, c'est un peu ça que je disais. À quoi l'emploi du temps est utilisé? Ben, en grande majorité, c'est des études comparatives entre les sexes. Groupe d'âge, les occupations, travail pas, le type de ménage, ménage avec ou sans enfants, puis aussi les par jour de référence. Une des grosses raisons qui fait qu'on ne change pas la façon de faire, donc on maintient notre 48 heures pour rejoindre un répondant, c'est que si on laissait aller, puis on décidait par tout le monde, je vous appelle aujourd'hui et je veux la journée d'hier, on s'est rendu compte qu'en faisant certaines analyses, on était capable d'identifier des groupes de population spécifiques. Donc, le lundi, ça pourrait être une forte probabilité d'avoir des gens qui sont sur le bien-être social. Donc, c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas qui arrive. Et c'est pour ça que, malgré la pression autant du bureau, parce que même le bureau me donne la pression pour qu'on utilise une méthode comme ça, les intervieweurs, tout le monde, et on a toujours dit non à cause de ça. Ça serait trop difficile. On préfère garder l'enquête telle qu'elle est et vous fournir le plus d'informations possible avec les fichiers de la grande diffusion, plutôt que d'aller changer de méthodologie pour que ce soit peut-être plus facile, mais malheureusement qu'on ne soit plus capable de vous fournir autant d'informations. Comparaison historique, oui, parce qu'on essaie de répéter autant comme autant les mêmes choses. Donc, vous allez voir que pour la plupart des cycles, on a vous êtes capable d'aller chercher le bien-être général. Ça, c'est la question sur une échelle de 0 à 10 ou 1 à 10. Où est comment vous vous sentez habituellement ou présentement. Celle-là, je vous le dis tout de suite, vous la comparez entre elles avec l'emploi du temps. Vous ne la comparez pas avec d'autres enquêtes de l'enquête sociale générale. Vous allez voir qu'il y a un taux très différent. Le meilleur exemple que je vais vous donner, c'est avec victimisation. Victimisation, si vous ne la connaissez pas, on vous demande si vous avez déjà subi des sévices, si vous êtes fait battre, etc., etc. Et le placement de cette question-là, bien-être général, est toujours au même endroit. Donc, pour la victimisation, c'est après se faire demander toutes ces questions-là. Pour l'emploi du temps, c'est après avoir aperçu que, mon Dieu Seigneur, je manque de temps. Donc, vous pouvez voir que l'écart entre les deux, je vais vraiment mieux en sachant que je ne me fais pas battre et que qu'il y en a des bien pires que moi dans la société. VS, mon Dieu Seigneur, je pensais que j'avais du temps, je n'ai pas de temps, c'est épouvantable. Donc,
Ça peut se comparer entre les cycles, mais non, s'il vous plaît, ne le comparez pas avec d'autres. On le sait, on le fait et c'est plus à faire. Perception du temps, ça aussi, c'est est-ce que les gens sont plus stressés, moins stressés que par le passé? Équilibre vie travail, vie familiale, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Les services non rémunérés, c'est est-ce que j'utilise des services de garde, est-ce que j'utilise des services d'entretien ménager, entretien extérieur, etc. Et le navotage, qui est le transport entre mon travail et ma résidence. Combien de temps est-ce que j'expérimente de la congestion, etc. Les projets analytiques qui sont proposés même à STAT, c'est quelque chose qui est en train qui va sortir sous peu, c'est de quelle façon les personnes âgées emploient-elles leur temps. Donc, on veut savoir c'est quoi la transition, qu'est-ce qu'ils font après la retraite, est-ce que les gens s'isolent, etc. Donc, c'est un peu ce qui va être traité. Les habitudes alimentaires, donc, il va y avoir 2 volets à ça. La première va être un volet juste combien d'heures les gens passent à manger, justement, ou avec qui, toujours devant la télé, etc. Et ensuite, il va y avoir une autre partie où les données des Canadiens au travail et à la maison, on a demandé plutôt de quelle façon ils se nourrissaient. Donc, est-ce qu'ils préparent vraiment eux-mêmes leur repas, etc., ou vont à l'extérieur, achètent des plats préparés. Donc, on va combiner les deux. On va aller voir le temps qui est passé à se nourrir et la façon de se nourrir. Les activités de loisirs dans le temps, c'est probablement quelque chose qui va, comment que ça évolue. On sait que le contact physique entre les gens, ça se fait de moins en moins. On fait des contacts virtuels. Donc, ça va être un peu ça qui va être regardé. Et la structure du sommeil au cours des 30 dernières années, est-ce qu'on dort plus, les heures de sommeil et la grosse analyse à la mode maintenant internationalement, c'est d'essayer de comparer si on peut voir un lien entre les structures de sommeil et les maladies. Internationalement, oui, on est capable de faire quelque chose. Donc, les données de l'emploi du temps font partie d'un gros compendium de données internationales qui est maintenu à l'Université d'Oxford. Pour y avoir accès, c'est toutes des microdonnées à grande diffusion. Donc, on peut aller sur la base de données, faire une demande d'accès. Ils vont vous préparer le fichier. Ça contient des données de, je ne sais plus, une trentaine de pays et même un peu plus, dépendamment, avec différents nombres d'années. Donc, pour l'emploi du temps du Canada, on est là pour le cycle 12, 12, 19, 24. Et bientôt, on va pouvoir ajouter celle de 2015. Donc, qu'est-ce qu'eux font? C'est vraiment, ils vont mettre toutes les données des différents pays, s'assurer qu'est-ce qui est comparable et de formuler des nouvelles variables qui vont être comparables pour tous. Avec les États-Unis, ce qui est bien aussi, les États-Unis sont beaucoup plus avancés que nous dessus. Ça fait moins longtemps que nous qu'ils collectent l'information, mais c'est une enquête qui est répétée à chaque année, qui utilise les répondants. Finalement, c'est une enquête similaire à notre enquête Labor Force Survey. L'enquête sur la population active, merci. Donc, les gens qui finissent leurs 6 mois de collecte sont, après ça, sélectionnés et vont répondre à l'enquête. Donc, ils ont beaucoup plus d'informations spécifiques sur le répondant que nous, on a. Et par certaines années, ils vont être mandatés par d'autres agences pour aller chercher des affaires plus spécifiques, soit en santé, soit... Fait que là, présentement, c'est vraiment relié avec le travail. Donc, ils vont faire... puis la collecte est vraiment semblable à nous. C'est au téléphone. C'est eux, on restreint l'appel à 24 heures. Mais ils ont vraiment une équipe qui est en place tout le temps. Donc, ils ont quand même ils ont des très bons résultats. Mais on est quand même très comparable. Donc, cette année, en 2015, notre taux de réponse a été beaucoup plus bas que les autres années. On a eu 38 % de taux de réponse. La complexité de l'enquête, la complexité de collecte a fait que on voyait ça venir. Donc, il fallait trouver des mesures pour s'assurer que les données étaient valides.
Une des façons qu'on l'a fait, c'est d'aller comparer des systèmes avec les États-Unis, qui sont quand même un pays très comparable à nous, pour des activités qui étaient vraiment collectées de la même façon. Il n'y en a pas beaucoup, mais on en a au moins deux, qui est dormir et regarder la télévision. Et on voyait que entre 2010 et 2015, les augmentations, diminutions, etc., étaient vraiment très semblables, autant au niveau des hommes que des femmes. Donc, si c'était une augmentation qu'on voyait, on la voyait des deux côtés, etc., et que ça se poursuivait dans le temps. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a de la manipulation aussi, bien entendu, qui peut être faite avec d'autres choses. Je vous ai montré deux articles vraiment directs d'activité, mais sinon, on est en moyen d'aller chercher d'autres choses. Qu'est-ce qui est bon à savoir avec l'ESG ou avec même Timeo, c'est que chaque cycle est différent. Donc, pas parce que vous avez vu qu'il y avait telle question dans un cycle qu'elle va absolument être là dans le prochain. Donc, toujours faire attention, regardez le libellé des questions pour vous assurer que ça soit la même chose si c'est ce qui vous intéresse. Dans les petites zones, petites populations, l'emploi du temps, c'est pas l'enquête à utiliser si c'est ça que vous cherchez. C'est beaucoup plus quelque chose de général. C'est sûr, il faut toujours regarder. Je vais vous dire que pour le Québec, vous avez eu un très beau taux de participation. Donc, si vous voulez faire quelque chose pour le Québec, ça va être surtout avec probablement le fichier analytique. J'hésiterai pas. Vous allez probablement avoir assez d'informations, ce qui est pas toujours le cas, mais pour cette fois-ci, on a au moins ça. Le fichier de microdonnées à grande diffusion arrive sous peu. Début octobre, il devrait être diffusé. Et si jamais il y a quelqu'un qui a de l'intérêt, on est toujours en train de chercher des gens pour nous aider dans la détermination du contenu. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous pouvez m'envoyer un courriel. La détermination ne commencera pas avant probablement 2019, mais toujours bien de savoir que, bon, mais il y a des telles choses qu'on aimerait analyser. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut ajouter? On est toujours heureux à savoir. OK. On a fait une petite analyse qualitative. Et pourquoi je dis qualitative? Vous allez remarquer que la méthodologie est quand même très différente. Donc, quand on a voulu mettre l'enquête à l'essai, habituellement, un essai pour l'ESG, c'est 2 semaines. 2 semaines, 400 répondants à peu près, puis on l'enlève. Comme je vous ai dit, à l'emploi du temps, on aimerait avoir des nombres constants à chaque jour. Là, on a donné un petit peu plus long de l'Est, on disait, va en chercher. Donc, le lundi est ressorti beaucoup. Le lundi, c'est une des meilleures journées de collecte. On n'a jamais su pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, du 7 au 20 juillet 2014, 389 complétés. L'électronique, on a eu un meilleur contrôle parce qu'on a utilisé une base de données qui avait déjà des courriels. Donc, on pouvait spécifier, envoyer et prendre le temps. Ce qu'on s'est aperçu en électronique, c'est quand on envoie un courriel une journée, c'est répondu là. Ou peut-être le lendemain, sinon ça ne répond plus. Mon Dieu, c'est parfait pour l'enquête, l'emploi du temps, ça. Jusqu'à 3 rappels ont été envoyés après ça. On avait 200 courriels par jour. Il y a eu 473 cas complétés. C'est sûr que la fenêtre était beaucoup plus grande parce qu'on avait jusqu'à 3 rappels. Si je me souviens même plus si on est allé jusqu'à 3 rappels. Si jamais vous en faites 2 rappels, c'est suffisant. Le 3e ne donne pas grand-chose. Les caractéristiques des répondants qu'on a vus qui sont différents, puis encore là, n'oubliez pas, c'est toujours juste qualitatif. L'idée en arrière du questionnaire électronique, c'était d'aller chercher des jeunes. Bien, comme vous voyez, ça ne fonctionne pas. Essayez pas ça, c'est pas le moyen. Et on ne l'a pas juste vu là, on l'a vu depuis 2013 qu'on utilise le questionnaire électronique, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas donné les autres distributions parce que finalement, on arrivait au même pourcentage, 26, 26, 28, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas vraiment de disparité. Donc, j'ai seulement mis ça. Proportion de femmes, il y en a un petit peu plus sur le côté téléphonique. Mariées, un peu plus sur l'électronique. Et
pas le contraire, là, mais un peu comme on voit avec les jeunes, les personnes plus âgées sont aussi moins sur l'électronique. Fait que chose à noter, on l'a vu aussi à peu près à chaque fois, les répondants électroniques sont plus éduqués. Le niveau d'éducation est aussi plus élevé. C'est peut-être ce qui fait qu'ils répondent plus. Parce que le niveau, ceux qui répondent le plus, c'est vraiment les 35 à 54. Ce qui était aussi ceux qui répondaient le plus sur nos enquêtes téléphoniques. Donc, on a pris nos répondants qui étaient faciles, on les a envoyés là-dessus, mais les intervieweurs travaillent beaucoup plus fort que par le passé pour avoir les autres. Celle-là, j'aime bien ça. Il y a 3 fois plus de femmes dans le groupe de 65 ans et plus qui travaillent encore au téléphone, et c'est complètement l'opposé chez les hommes en électronique. Les jours de la semaine, les répondants, où est-ce qu'on voyait qu'il y avait plus de réponses? Donc, le lundi, le dimanche et le samedi. Mardi, mercredi, vendredi pour les répondants électroniques. Les moins favorables. Fait que c'est quand même bien de constater que les deux se complètent quand même très bien. Nombre d'activités, pas vraiment de gros changements. Malgré le fait que le répondant était seul devant son ordinateur, puis surtout pour le pilote, il était vraiment seul. Quand on a fait la vraie enquête, il y avait quand même un contact avec l'intervieweur qui disait qu'il allait au moins ouvrir le dialogue pour dire vous allez recevoir telle chose, puis il va falloir vous le compléter. Celui-là, ils ont reçu à peu près pas grand-chose. Le courriel est arrivé, on avait une brève description de qu'est-ce que c'était, il allait là-dedans. Il complétait le questionnaire. Donc, il n'y a pas vraiment une grosse différence entre les deux modes pour le nombre. Agréabilité du moment, ça a été fait un peu différemment. Pour ce qui est de l'électronique, on avait absolument besoin de fixer des heures. Donc, les heures qui avaient été fixées, c'était 11 heures le matin, 5 heures le soir. Et en ITAO, on pouvait mettre des heures aléatoires. Et celui-là, j'ai été témoin. Vous voyez que dans le mode téléphonique, on a un peu plus d'extrêmes. Bon, pas beaucoup dans le négatif, mais quand même pas mal dans le positif. C'est surtout pour les femmes aussi. Mais ça a aussi un rapport avec un intervieweur. Parce que quand on parle au téléphone avec l'intervieweur, puis on est en train de compter à quel point on est en Moses du gnochon qui est en avant de nous autres dans l'auto, puis et que la question vient après. L'intervieweur a comme un petit libellé qu'il faut faire. Et vous ne deviez pas être contente, hein? Ça ne devait pas bien aller. Et effectivement, c'est un peu ça qu'on peut observer. Le moment est moins beau. Ou le moment est plus beau. C'est assez dur de dire que tu es en train de faire, je ne sais pas, tu étais au parc avec ton enfant, la question arrive, puis comment vous vous sentiez de -3 + 3. Devant quelqu'un, c'est un peu plus dur de dire c'est -3, ça ne tentait pas d'être là au parc. Okay. Donc, c'est un petit peu ça l'effet qu'on a vu. Et j'ai observé aussi au téléphone, puis c'est ça. Et ce n'est pas la première fois qu'on le voit. On l'a vu aussi sur une autre enquête sur les soins donnés. Quand on a fait le pilote, c'est un peu ça. On a vu une grande différence chez les hommes. Est-ce que c'était une obligation de donner des soins? Au téléphone, c'est un petit peu dur, surtout quand c'était pour ton père ou ta mère, dire non, je le fais parce que ça me tente. Mais on l'avait vu sur le format électronique que les réponses étaient quand même très différentes. Donc, les répondants ont des caractéristiques différentes selon le mode. On l'avait vu au tout début, on le voit encore. Le nombre d'activités semblables, donc, pour le futur, si on s'en va vers juste de l'électronique, on n'est pas trop inquiet. Et effet intervieweur pour une échelle de bien-être subjectif, j'ai des petites réserves sur celui-là. Poids bootstrap standard. C'est les nouveaux poids bootstrap qui vont être utilisés pour tous les ESG et qui sont utilisés depuis 2013.
Qu'est-ce que ça fait? Pas tant de choses, mais juste vous assurer de changer votre ajustement fait et le mettre à 1 plutôt qu'à 25 comme c'était. On ne peut plus faire de superposition des données, donc vous ne pouvez pas créer un seul fichier avec les cycles. Vous devez faire des fichiers différents. Tout ce qui était dans le passé, vous pouvez le faire encore comme ça. Quand vous ajoutez 29, vous ajoutez un nouveau fichier, vous ne pouvez plus juste le superposer. Et les intervalles de confiance, ils doivent être faits par cycle. On ne peut plus juste, encore une fois, les mettre tous ensemble. On va de l'avant. Donc, Statistique Canada regarde à moderniser ses enquêtes ménages. L'enquête de l'emploi du temps, c'est la prochaine. Le pourquoi, c'est qu'on pense que la technologie pourrait nous aider. On parle beaucoup d'intelligence artificielle présentement. Je ne suis pas sûre que l'intelligence artificielle serait utilisée pour ça, mais le GPS, par exemple, pourrait être une manière. Donc, on pourrait peut-être fournir des GPS ou un bidule de quelque sorte, autant dans le cellulaire ou quoi que ce soit, à des répondants pour faire le 24 heures et ensuite seulement venir confirmer certaines activités ou demander des précisions sur d'autres. Donc, s'ils s'en vont au Loblaws, si mon indication GPS donne Loblaws pour 1 heure, je pense que je peux essayer de dire qu'il est en train de faire l'épicerie. Donc, ça va être des différents moyens. Si vous avez des idées, on n'est pas dans le milieu de recherche du tout. On commence tranquillement à en avoir. Donc, s'il y a quelque chose à quoi vous pensez qui pourrait être fait, que des collègues auraient pu faire, je sais que sur les routes, les différents déplacements, ça a déjà été fait. Dans le passé, nous, c'était toujours non, non, non. Maintenant, ben, c'est le contraire. On les accueille à bras ouverts. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Donc, vous avez mon adresse courriel personnelle. Si vous désirez avoir des données, c'est l'adresse du service à la clientèle. Ils vont vous aider avec tout ça. Donc, des questions? Alors, merci beaucoup, Patricia. Alors, j'invite les participants qui nous écoutent en ligne à écrire leurs questions en utilisant l'onglet questions. Et donc, je la lirai pour vous. Et puis, ben, on a quelques minutes pour des gens qui sont ici sur place. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, Jean? Oui, merci, Patricia. Concernant le travail rémunéré, est-ce qu'on a des questions un peu sur le type de travail? Oui. Oui, tout comme les autres ESG, c'est en Linux, Linux, les différents types, le nombre d'heures de travail, c'est du travail à domicile, c'est une partie du travail à domicile, etc. Oui, c'est les questions standards de l'ESG. Et donc, si j'ai bien compris une des dernières diapositives, quelqu'un qui veut étudier un petit domaine et tout ça, auparavant pouvait toujours pooler les cycles, alors que maintenant, c'est vraiment... Ben, vous pouvez encore le faire. C'est juste, quand vous le faites, il faut que vous le faisiez dans des fichiers séparés. Okay. C'est la seule chose. Mais sinon, oui, c'est toujours des choses comparables. Du coup, bonjour, Lilian. Et j'avais une question. Quand vous parlez pour des enquêtes futures, tracer les répondants par GPS, par exemple, est-ce que vous n'avez pas peur que c'est une répercussion négative sur le taux de participation? Le fait d'avoir cette méthode intrusive et ça peut poser une question d'éthique. Non, on ne sait pas encore. On est rendu vraiment au balbutiement. C'est juste qu'on s'aperçoit, avec un taux de réponse de 38% pour la dernière enquête, on s'est aperçu qu'il y a des choses à faire. Comme il y a des nouvelles initiatives, c'est sûr qu'on va les essayer. Est-ce qu'on pense que c'est trop intrusif? Personnellement, oui. Mais dépendamment comment c'est fait, avec certains barèmes, ça pourrait être pour un répondant pas plus compliqué que de se déplacer. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des choses qui pourraient être compromettantes, on s'entend, dépendamment des adresses où vous allez, qui seraient moins intéressantes. Donc, c'est toutes des choses à regarder, puis de comment on va le faire. Ce n'est pas nécessairement ça non plus qui va être fait. Ça va peut-être être des données très larges,
d'où l'intelligence artificielle pour aller sur les nets, les Facebook de ce monde, les Twitter de ce monde, pour essayer de voir ce qui se passe en général. D'accord, très bien, merci. Et du coup, si je peux reposer une seconde, du coup, on sait que du coup, le taux de participation, c'est souvent un problème dans beaucoup d'enquêtes. À quoi est-ce que vous avez pensé concrètement pour les prochaines enquêtes comme méthode pour améliorer le taux de participation? Ou est-ce qu'il y avait déjà des mesures pendant cette enquête mises en place exprès pour permettre pas d'augmenter le taux de participation, mais de garder les enquêtés tout au long de l'enquête? On a essayé, on a modifié tout au long de l'enquête. C'était plusieurs vagues. Premièrement, l'approche qu'on avait pour aller sélectionner le participant, malheureusement, ça ne nous permettait pas du début de partir en questionnaire électronique. Le questionnaire électronique, avec la dernière enquête, où est-ce qu'on avait un participant désigné, est maintenant à 39% à peu près. Donc, pour une enquête comme la mienne, parce que le pilote, ça a donné à peu près ça, 37-38%. Maintenant, c'est beaucoup avec le coût. La difficulté qu'on donne de seulement collecter pour les 2 jours, ça vient avec un coût. Donc, c'est de faire la part des choses. Donc, on a changé. Il y a des bureaux régionaux qui fonctionnaient moins bien de par leur structure, des heures d'ouverture, des choses comme ça. Il y a d'autres bureaux régionaux qui sont arrivés et ont dit, ben nous, on a la capacité d'en faire un peu plus. La façon de fonctionner dans les bureaux sont différentes aussi. Fait on s'est ajusté au fur et à mesure. On savait à peu près vers où. On savait que c'était pas non plus le taux de participation pour le Québec était à 50 quelques %. Donc, on savait que c'était pas vraiment l'enquête en tant que telle, c'était vraiment la façon que c'était collecté qui était plus problématique. Mais tu sais, ça, c'est un peu hors de notre contrôle, malheureusement. Fait que c'est la difficulté des bureaux de gérer notre collecte spécifique. Présentement, Famille va quand même très bien parce qu'il n'y a pas de restrictions. Si les bureaux sont habitués, un peu comme le PA, à aller dire, ben, on donne le maximum d'intervieweurs pour les 3 premiers jours, puis on a eu, je sais pas moi, 45 intervieweurs, puis on en fait. Ils sont capables d'aller chercher ça. Nous, c'est pas ça. Ce qu'on veut, on veut pas de pic comme ça, on veut une grande ligne morte tout au long de la collecte, puis ça, c'est le challenge un peu qu'on a. C'est pour ça qu'on regarde à d'autres mesures, peut-être rapetisser le taux. J'ai pas besoin d'un échantillon de 20 000. J'aurais peut-être besoin d'un échantillon plus petit, mais beaucoup plus serré. On considère quasiment les faire du face-à-face. C'est encore une méthode qui fonctionne très bien. Fait que toutes les options sont sur la table. Alors, j'ai une question d'une personne qui est en ligne, en fait, Marie-André Gravel, qui dit, selon le test, mais j'imagine qu'elle fait référence au projet pilote, il y a un effet de mode de collecte. Alors, les comparaisons dans le temps peuvent-elles vraiment être valides? Tant et aussi longtemps qu'on ne verra pas la tendance changer. Maintenant, on parle d'à peu près 20% collecte QE, 80% ITAO. Tant que la tendance n'est pas totalement inversée, puis de façon drastique, on ne verra pas ça. Si demain matin, c'était le contraire, donc avec mes caractéristiques que j'ai là, j'ai 80% de mes répondants QE et le restant en ITAO, oui, on verrait des tendances qui changeraient, mais le progrès se fait tellement tranquillement qu'on va finir par arriver à un 50-50, puis on va voir le restant, probablement une descente d'ITAO, une remontée du QE, et en même temps, la population qui va aussi changer. Donc, ça, on le fait à plusieurs reprises, puis non, on ne voit pas, pour les tendances, on ne voit pas de... Non. OK, pas dérangeant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Brahim Boudarbat. Bonjour, merci pour l'excellente présentation. Vous avez parlé de la victimisation. Vous pouvez juste nous expliquer rapidement de quoi il s'agit exactement, est-ce qu'il y a possibilité de faire un recoupement avec l'origine ethnique des personnes? Avec la victimisation? Oui, s'il y a des informations sur l'origine ethnique. Dans le fichier analytique, il devrait en avoir. Je ne suis pas spécialiste de cette enquête-là, mais
Je pense qu'il y a eu un suréchantillonnage aussi pour la dernière enquête qui a eu lieu en 2014. Donc, il y a certainement des choses qui peuvent être faites. Oui. Et puis, dernière question, est-ce qu'il y a des données sur les revenus des personnes? Oui. Oui, oui, oui. Maintenant, le revenu est couplé. Donc, c'est plus les répondants qui nous fournissent un approximatif. On couple avec les dossiers de taxes. Parfait. Merci. Ben moi, j'en ai peut-être une aussi. Je ne suis pas certaine que, en fait, vous avez peut-être déjà donné la réponse vers la fin de votre présentation. Vous avez parlé de comparer les caractéristiques des répondants selon qu'ils sont le questionnaire électronique versus l'autre mode. C'était 50-50 à peu près hommes-femmes, c'est ce que je comprends. Oui. Est-ce que c'est aussi le cas dans les données que vous avez rapportées par rapport à l'enquête de 2015 sur les tâches des pères? Vous avez montré que les pères cuisinaient plus, contribuaient un peu plus aussi aux tâches ménagères, mais pas tellement assez semblable par rapport aux soins aux enfants. Est-ce que les répondants à cette enquête-là, c'est aussi 50-50% hommes-femmes? Oui. Parce qu'on a souvent entendu dire, oui, ben, les femmes répondent, puis elles sous-estiment un peu la véritable contribution de leur conjoint. Enfin, est-ce que tu peux commenter? La beauté de la chose avec le journal, c'est que c'est les vraies réponses des gens. Donc, ce n'est pas des estimations. Oui, je sais par le passé, on posait la question. Combien d'heures faites-vous en général? Puis là, on a une augmentation phénoménale. Là, à ce moment-là, c'est qu'on demande des activités. Donc, les personnes n'ont même pas conscience qu'ils sont en train de dire combien d'heures ils passent à nettoyer, des choses comme ça. Fait que c'est la beauté de la chose. C'est ce qui probablement se rapproche le plus de la vérité, comme on le voit. Et c'est aussi le pourquoi je dis, quand on voit les différences, on est capable de s'identifier et dire, est-ce que ça fait du bon sens les données? Oui. Probablement qu'en 86, si je regarde chez moi, est-ce que mon père faisait à manger? La réponse est non. Si je regarde aujourd'hui, en 2015, c'est sûr, je ne regarderai plus mon père, mais même à ça, je pourrais regarder mon père. Parce que mon père fait à manger, ce qu'il n'a jamais fait dans le passé. Et est-ce que mon conjoint fait à manger? Oui. On partage vraiment cette tâche-là tous les deux. Fait que c'est quelque chose, c'est des mouvements de société très lents, mais c'est... puis oui, le fait que c'est toujours 50-50 ou à peu près, c'est vraiment notre façon méthodologique d'aller sélectionner les répondants aléatoirement. Merci. Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle. Oui, monsieur? Pardon. François Charpentier, citoyen. Pourquoi les Américains font leur étude à toutes les années? Quelle valeur y trouvent-ils? Ils ont beaucoup plus de projets analytiques que nous, on a. Ils ont été mandatés pour le faire comme ça. C'est sûr que les différences sont pas énormes. C'est juste qu'ils sont utilisés aussi à différents projets. Donc, en collectant cette information-là, ils peuvent avoir une année spécifique où est-ce que c'est quelque chose de la santé qui dit « OK, s'il te plaît, va me chercher telle autre information ». Donc, quand ils le font pas uniquement dans l'approche de on fait la collecte de données, de l'emploi du temps. C'est vraiment pour étudier des phénomènes spécifiques, soit la santé, soit... ben là, c'est sûr qu'ils ont toujours le travail. C'est quoi l'autre? Je ne suis pas capable de venir à bout, là, mais je pense que c'est plus dans cette approche-là. Puis ensuite de ça, ils font beaucoup de modélisation aussi. C'est utilisé dans les transports beaucoup. Donc, la modélisation de quelle heure les gens partent. C'est peut-être pour ça que leur réseau routier, malgré la congestion, est quand même mieux établi que le nôtre, là, parce qu'ils sentent vraiment, dans un point de vue, leur échantillon est quand même beaucoup plus grand que le nôtre. Ben non, pas vrai. Il n'est pas plus grand, mais les informations qu'ils obtiennent de tout fait qu'ils sont capables de vraiment spécifier certains endroits, ce que nous, on n'est pas tout à fait en mesure encore de faire. Fait que... Une question plus politique, là. Est-ce que vous avez été affecté parce que M. Harper, quand le recensement a été affecté par une décision politique, est-ce que vous avez été affecté par des décisions politiques dans vos recherches? Non. Non. C'est même le contraire. C'est dans le recensement, quand ça a été affecté, une des questions pour valider, c'est notre question de transport. C'est toujours d'où l'intérêt d'avoir
c'est pas mon intérêt à moi, parce que moi, j'aurais intérêt à ce que ce soit après le recensement pour réussir à avoir un échantillon sélectionné ou quoi que ce soit, présélectionné. Mais c'est toujours, c'est eux qui viennent valider leur information avec la nôtre. Fait que non, on n'a pas... c'est même le contraire. C'était un projet, dans toutes les coupures, c'est à cause qu'on était capable de prouver qu'on avait besoin du projet, que ça a continué, parce que l'idée, c'était que 2015 n'avait pas d'emploi du temps. Voilà. Alors, il est rendu déjà 13h, presque 10. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions en ligne. Et puis, donc, je vais vous remercier, Patricia. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir vous présenter cette enquête et certains des résultats. Et je rappelle aux gens que la présentation PowerPoint, on pourra l'afficher sur notre site web pour les gens qui voudraient y référer. Et l'enregistrement audio sera aussi disponible sur audio-vidéo, en fait, sur YouTube d'ici, disons, 48 heures tout au plus. Alors, voilà. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée. Merci.